Deux incendies à la une ce matin. Un vrai, celui de la Gironde, et un numérique, celui du fisc. Et c'est par celui-là que nous commençons, parce qu'il est en une du Parisien, en ouverture de Libération, et qu'il occupe le monde comme les Échos. Plus personne n'est à l'abri, c'est le titre du Parisien. 600 000 contribuables, 350 000 particuliers, 250 000 entreprises, dont les données fiscales ont été aspirées dans les serveurs de la Direction générale des finances publiques. Un duo francophone, qui se fait appeler Zero Bytes, revendique le coup. 2 intrusions, fin juin, fin juillet. Et pas seulement des noms et des adresses, le taux de prélèvement à la source, le revenu fiscal de référence, la composition du foyer, la situation maritale. Le Parisien a consulté les listings mis en vente sur le dark web. Les hackers affirment avoir déjà revendu le tout à 2 personnes pour plusieurs milliers d'euros. Libération, lui, avance un chiffre encore plus lourd. 678 000 contribuables. Et le journal démonte le mode opératoire, ce que la DGFiP appelle pudiquement une attaque sophistiquée. Un compte d'agents compromis via un VPN, des explorations d'abord manuelles, puis automatisées, mais à petit volume, pour ne pas déclencher les alarmes. Résultat, l'administration ne comprend qu'elle a été volée que le 12 août. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour extraction frauduleuse de données. Et Libération glisse ce détail qui pique. La directive européenne Nice 2, censée sécuriser des administrations, n'est toujours pas transposée en droit français. 2 ans de retard. Dans Le Parisien, l'édito de Nicolas Charbonneau est sans détour. L'État a failli. Et cette formule qui restera. C'est un coffre-fort numérique à ciel ouvert. Il cite l'Estonie et son système X-Road, décentralisé en contrepoint. À Bercy, une syndicaliste CGT confie « On sent la direction un peu fébrile » et lâche le chiffre qui explique tout. Le taux de conformité de sécurité de la DGFiP plafonne à 52,2%. Deuxième front, bien réel celui-là, la Gironde. Le Figaro ouvre sur la photo. Sébastien Lecornu en Gironde, hué à son arrivée au Porge. 42 000 hectares de pins partis en fumée, 220 000 personnes évacuées cet été, 183 maisons brûlées dans cette seule commune. Le Figaro raconte des habitants vêtus de noir, une centaine, et un Premier ministre qui répond qu'on remette un tout petit peu de vérité et de rationalité dans ce qui s'est passé. Les Échos titrent, eux, sur le chéquier. Nous assumons de sortir l'artillerie lourde. Exonération de cotisations sociales pendant 3 mois, prise en charge de la taxe foncière à la place des entreprises, une facture estimée à 100 millions d'euros et un avertissement aux assureurs qui ne joueront pas le jeu. Libération, sous le titre « Lecornu paye l'addition », insiste sur l'accueil. Honteux, minable. Et cette chaise vide au Porge, où les habitants avaient écrit qu'ils attendaient le Premier ministre et sa clique. Le maire, lui, réclame un plan Marshall. 12 millions débloqués immédiatement, des permis de construire promis en moins d'1 mois. Et Lecornu qui regrette de s'être fait engueuler à la place des assureurs. Troisième sujet, et il va nous accompagner tout l'automne, le budget 2027. Qui va payer? Les Échos font leur une sur le conflit de génération. Faut-il faire contribuer davantage les retraités aisés? Le journal donne les chiffres de l'INSEE. Niveau de vie médian des retraités, 26 830 € en 2024. 92% de celui des actifs. Mais plus de patrimoine, plus d'héritage, plus d'enfants à charge. L'édito de Jean-Marc Vittori s'intitule « Des efforts pour tous » et taille dans les ballons d'essai. Chaque ballon d'essai provoque une levée de boucliers dans la population visée. Il ne teste pas seulement les oppositions, il les exacerbe. Le Figaro, lui, titre « Retraite, niche fiscale, ce que prépare le gouvernement ». 28 milliards d'euros à trouver.
désindexation des pensions évoquée par le ministre Roland Lescure, crédit d'impôt sur les services à la personne, politique familiale. Et l'éditorial de Gaëtan de Capette, cousu de fil blanc et cinglant. Ratiboiser les classes aisées et les entreprises, ces vaches à lait qui paient déjà largement pour les autres, sans rien toucher au fond. Avec, dit-il, la finesse d'un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. En bas de page, le rappel qui fait mal. La France emprunte désormais à 10 ans à 4%. Le Monde, lui, a choisi un tout autre angle pour sa une. La sécheresse. L'agriculture s'inquiète pour son avenir. Et le reportage est accablant. La carotte du Cotentin, moins 30%. En Bretagne, les pertes dépassent 25% pour la courgette, 40% pour les petits pois, 60% pour le brocoli et jusqu'à 100% pour l'artichaut. Prince de Bretagne parle d'une crise légumière majeure et historique. Ce que dit l'interprofession, et c'est nouveau, d'habitude une région compense l'autre. Cette année, les 3 bassins, Hauts-de-France, Bretagne, Sud-Ouest, sont touchés en même temps. Chez les éleveurs, moins 15% de lait. Et cette question qui hante l'hiver, y aura-t-il du fourrage ? Le Figaro complète avec l'agroclimatologue Serge Zaka. Les sols ne sont plus qu'à 10% de leur capacité de stockage d'eau. Il n'y a plus une seule goutte d'eau de La Roche-sur-Yon à Mâcon. 2026 creuse l'écart avec 1976, 2003 et 2022. Une éclaircie tout de même, signalée par le Parisien. À partir de mercredi, les températures repassent sous les normales de saison. Première fois depuis plus de 2 mois. À l'international maintenant. Libération consacre sa 1 et 4 pages à la Cisjordanie. Le titre, livré à la terreur des colons. 3 millions de Palestiniens, plus de 500 000 colons israéliens, 146 implantations illégales, près de 400 avant-postes. Le coordonnateur de l'ONU pour le processus de paix parle d'une annexion de facto. L'éditorial d'Alexandra Schwarzbrod ne prend pas de gants. Ce sont bien à des actes de terrorisme que se livrent les colons israéliens, sous le regard impavide, voire complice, de l'armée israélienne. Et cette phrase pour finir. La société israélienne a tout intérêt à réagir avant que ce monstre qu'elle a engendré ne finisse par échapper au contrôle même des dirigeants du pays. Le Figaro suit un autre fil. Jared Kushner, envoyé spécial de Washington, a rencontré dimanche en Égypte le nouveau chef du Hamas, Khalil al-Hayya, avant Netanyahou lundi. Objectif, relancer une feuille de route en 15 points. Le Hamas a approuvé le plan le 30 juillet, à condition qu'Israël s'engage sur un retrait. Netanyahou juge le scénario inacceptable. Et Le Monde signe un éditorial très dur. Le bilan désastreux de Donald Trump au Moyen-Orient. La démonstration de force s'est donc transformée en une illustration d'impuissance. Le journal pointe le détroit d'Ormuz, bloqué depuis février, l'état des stocks de munitions américaines, et ce pacte défensif conclu entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, un désaveu du protecteur historique de la péninsule arabique. Le Monde documente aussi en page internationale l'opacité inhabituelle du Pentagone sur cette guerre. Politique intérieure, rapidement, Le Monde révèle que l'Élysée laisse planer l'option Le Cornu pour 2027, Emmanuel Macron jugeant Édouard Philippe et Gabriel Attal insatisfaisants. Et la une de Paris Match, le président en jet ski à Brégançon a fait grincer, merci Photoshop, a raillé le RN, déconnecté, a tranché Olivier Faure. Le Monde publie par ailleurs une enquête du Cevipof qui mérite qu'on s'y arrête. La proximité déclarée au Rassemblement national dans la fonction publique d'État est passée de 12% en 2019 à 24% aujourd'hui. 29% dans la territoriale. Le chercheur Luc Rouban y voit l'échec du macronisme dans sa volonté de mieux rémunérer le travail. Le Figaro, de son côté, poursuit son portrait en 3 volets de Rima Hassan, l'ascension d'une égérie sulfureuse. Et puis, le sujet plus discret, celui qu'on aurait pu manquer. Le Monde lance une série de 6 reportages signés Annick Cogent,
Parole d'Afghane. 5 ans après le retour des talibans, notre consoeur est entrée à Kaboul avec un simple e-visa de tourisme, faute de visa de presse. Une ancienne étudiante en droit lui dit ceci. Il s'agit d'une stratégie, une politique de purification, non pas ethnique, mais sociale. On élimine les femmes en Afghanistan. On les efface avec minutie. Et ce qui est tragique, c'est que le monde s'en fout. Le Monde publie en parallèle une tribune collective. Se taire sur l'Afghanistan reviendrait à abandonner les femmes. Le volet économique et technologique à présent, et il est fascinant. Les Échos annoncent que Wall Street s'apprête à faire de la puissance de calcul une matière première comme le pétrole. Le 5 octobre, le Chicago Mercantile Exchange lancera des contrats à terme indexés sur le coût de location des puces Nvidia H100 et B200. Le patron du CME, Terry Duffy, la puissance de calcul est le nouveau pétrole du XXIe siècle. Le prix horaire d'une H100 a déjà bondi de 19 à 28 $ en un an. Toujours dans les Échos, Kiev frappe méthodiquement l'Amazone russe. Depuis le 18 juillet, une vingtaine d'entrepôts de Wildberries visés par les drones ukrainiens, de Moscou à Ekaterinbourg. Plus d'1/5 des capacités logistiques du groupe endommagées, entre 2 et 4 milliards de dollars de dégâts selon Reuters. Sur le versant santé, la FDA américaine s'apprête à autoriser 6 peptides sans essai clinique, le tabou de la preuve scientifique qui saute. Et côté sport business, le football européen fait rêver les milliardaires américains. Jeff Bezos entre au capital de Liverpool. 144 clubs européens ont désormais un actionnaire américain, 4 fois plus qu'en 2018. Sujet plus souterrain, signalé par Le Monde, une tribune de Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis, sur les data centers, 27 dans son seul département. Le développement anarchique des data centers relève davantage du Far West que de l'Eldorado numérique. Et les Échos publient un savoureux reportage d'été, deuxième volet de leur série Apocalypse Now, le business florissant des stages de survie, où l'on apprend cette phrase d'un ancien militaire à ses stagiaires suréquipés, « C'est vos peurs que vous portez ». Et pour finir, la culture. Le Figaro décrypte le phénomène Spider-Man. 6 millions de spectateurs en France en 3 week-ends seulement, 2 milliards de dollars dans le monde. Déjà le film le plus vu de l'année dans l'Hexagone, au coude à coude avec l'Odyssée de Christopher Nolan. Le spécialiste des box-office y voit un nouveau Barbenheimer. Le Monde ouvre une belle série sur 2 centenaires, Miles Davis et John Coltrane, tous deux nés en 1926. Une lettre d'amour écrite depuis le théâtre antique de Vienne, où Terence Blanchard et Ravi Coltrane, le fils de John, ont célébré l'héritage. Et le Figaro, de son côté, enquête sur les mystères des montres disparues, dont la Cartier de Thierry Sabine. Enfin, le Parisien nous emmène à 400 km au-dessus de nos têtes. Sophie Adno doit réaliser ce mardi à 14h35 sa première sortie extravéhiculaire. 6h30 dans le vide. 2e femme astronaute française après Claudie Aigneret. C'est la chose la plus complexe qu'un astronaute puisse faire, physiquement et mentalement, dit son instructeur. Elle doit remplacer une antenne, entre moins 160 et plus 120 degrés. Voilà pour la presse de ce mardi 18 août. Excellente journée à toutes et à tous.